Bonjour à tous et bienvenue à cette session des GECO qui porte sur le thème La Chine de l'imitation à l'innovation. Donc merci à tous d'être là ce matin et surtout d'être là nombreux. Pour introduire cette session, donc, je voulais vous faire part d'une actualité un petit peu assez récente, qui est la suivante. Donc, le 1er mars 2023, une étude de l'Institut stratégique australien a affirmé que dans 37 technologies émergentes sur 44, la Chine dispose d'une avance stupéfiante. Et donc, ce texte reflète une crainte qui est assez répandue dans nos démocraties occidentales, qui est que ces démocraties seraient sur le point d'être dépassées par le modèle de croissance chinois, qui est basé sur une alliance inédite entre un système politique communiste et un système économique donc capitaliste. Alors, avant de laisser la parole à mes collègues que je vais vous présenter, je vous donnerai quelques éléments de contexte et donc ensuite chacun de mes collègues interviendra tour à tour et ensuite on aura de la place pour le débat et vos questions. Alors, je vais commencer par présenter donc, mes collègues. Donc, Marie-Françoise Renard, qui est professeure émérite de sciences économiques à l'Université d'Auvergne et qui est spécialiste de la Chine depuis de nombreuses années. Philippe Aguillon, donc, qui est professeur au Collège de France donc, sur la chaire Institutions, Innovation et Croissance, qui est également professeur à l'INSEAD et à la London School of Economics. Et Gaëtan de Rassenfoss, donc, qui est professeur associé en politique de sciences et technologies à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Alors, pour commencer sur quelques éléments en fait, qu'on aura l'occasion de commenter pendant cette conférence, et donc que je veux vous communiquer sur la Chine. Alors d'abord, c'est vous dire que la genèse du modèle de développement chinois, donc sur laquelle va revenir plus longuement Marie-Françoise, cette genèse, elle est en fait fondée originellement sur l'imitation et le transfert de technologie. En tout cas, c'est un petit peu comme ça que s'est construit le modèle chinois. Donc en 78, vous avez eu l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping et un modèle qui a d'abord privilégié donc, les investissements qui étaient tournés vers l'exportation ou la substitution aux importations. Et en fait, je voulais vous montrer donc, ce premier graphique qui est sur le flux, les flux entrants en fait, d'IDE. Alors, oui, voilà, ils sont là, je ne les voyais pas. Et donc, vous voyez que si on compare, par exemple, un pays comme l'Inde, vous avez, dans un pays comme la Chine, notamment au début des années 90, vous avez, en pourcentage du produit intérieur brut, des flux d'IDE qui ont été massifs en Chine. Et donc, ça a participé donc, de ce modèle chinois. Donc, c'était un modèle qui était fondé notamment sur le faible coût de la main-d'œuvre. Et la Chine était un peu l'atelier du monde, en tout cas, avec une séquence, importation, ensuite transformation sur place et réexportation. Et donc, avec cette idée aussi du transfert de technologie de la part des pays développés, mais je ne vais pas en dire plus puisque Marie-Françoise aura l'occasion de reparler de cet aspect. Donc ça, c'était pour le modèle un peu originel. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'à partir de ce modèle fondé sur l'imitation, vous avez eu un passage vers l'innovation. C'est-à-dire qu'on a eu cette période qu'on peut qualifier de... Alors, en faisant une petite allusion humoristique de grand bond en avant, puisque la Chine semble avoir rattrapé aujourd'hui les États-Unis. En tout cas, quand on regarde certaines mesures, on a l'impression que la Chine, aujourd'hui, arrive à concurrencer les États-Unis. Alors, pour mesurer l'innovation, vous avez deux manières de mesurer l'innovation. Vous pouvez la mesurer, on va dire, en amont, très en amont, avec la recherche et développement, notamment les dépenses en matière de recherche et développement, et vous pouvez la mesurer plus en aval, donc avec les brevets, et là on aura Philippe et Gaëtan qui nous parleront plus longuement de la question des brevets. Donc aucune de ces mesures n'est parfaite, on aura l'occasion d'y revenir, mais en tout cas ce qu'on observe sur la progression des brevets, c'est qu'on a un rattrapage important de la Chine. Alors pardon, avant de vous parler des brevets, un petit point sur la recherche et développement. Sur la recherche et développement, vous voyez qu'on a un rattrapage très important de la Chine, puisque entre 2000 et 2021, vous avez des dépenses brutes de recherche et développement qui alors ici c'est des milliards de dollars en fait, constants, donc en parité de pouvoir d'achat, vous avez une multiplication par 15 en fait. Alors que vous voyez qu'aux États-Unis, c'est une multiplication, disons, par 2.
Et donc voilà, même si en pourcentage du PIB, ça ne représente que 2,4% du PIB pour la recherche et développement en Chine, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est de voir la trajectoire surtout de ces dépenses de recherche et développement. Si je passe rapidement pour vous donner quelques faits saillants au nombre de demandes de brevets qui ont été déposées, donc ce que vous observez ici, c'est un fort rattrapage là aussi sur les brevets, c'est-à-dire que vous avez deux types de procédures. Alors, en gros, la procédure donc PCT, c'est Patent Treaty, Cooperation Treaty, c'est-à-dire la procédure internationale qui vous permet de déposer des brevets dans plusieurs pays. Et donc, en fait, vous voyez que la Chine a dépassé même les États-Unis, en tout cas en 2021. Et donc, vous voyez que, par ailleurs, si on regarde les brevets, les demandes de brevets déposées auprès des offices nationaux, là c'est encore plus flagrant pour la Chine, on a un dépassement des États-Unis. Alors bon, on tentera justement d'expliquer ce phénomène. Donc par ailleurs, on peut également voir que la dépendance... Alors non, ça c'est pas ça que je voulais vous montrer. Donc voilà, bon, en gros c'était ça que je voulais vous dire. Alors, sur la qualité de ces brevets, parce que la quantité, c'est une chose, mais vous pouvez vous dire les brevets n'ont pas forcément la même qualité partout. Donc, sur la qualité de ces brevets, on peut voir aussi qu'il y a un fort rattrapage de la Chine, c'est-à-dire que vous avez plus de citations de brevets chinois par les étrangers. Vous avez aussi une dépendance de la Chine aux États-Unis qui semble avoir baissé. Hein. Il y a des travaux de Annette Hall, par exemple. Vous avez nos collègues aussi, Antonin Bergeau et Cyril Verluise, qui ont montré que vous avez une forte contribution de la Chine dans des technologies de pointe, type blockchain, impression 3D, vision artificielle, stockage de l'hydrogène, etc. Alors, malgré tout, il y a quelques bémols à ce grand bond en avant, c'est-à-dire que même si vous avez cette qualité des brevets qui a augmenté, en fait, on peut considérer que l'influence de la Chine sur le développement des technologies peut rester limitée, surtout en matière de recherche fondamentale à l'origine des innovations de rupture. Et en fait, on peut se poser la question, est-ce que la Chine est vraiment capable d'innovation de rupture ou est-ce qu'elle fait plutôt des innovations incrémentales ? Et peut-être rapidement, je voulais vous donner l'exemple des semi-conducteurs sur lesquels vous avez en fait... alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait vous avez une différence. Vous voyez que la Chine est plutôt en aval de la fabrication des semi-conducteurs, c'est-à-dire que sur la valeur ajoutée prise sur des segments différents de l'industrie des semi-conducteurs, vous voyez que la Chine est surtout présente sur la fabrication, l'assemblage, alors que les États-Unis, eux, sont quand même encore sur le design, donc vraiment en amont, voilà, donc sur la partie innovation, on va dire, un peu pure et en tout cas qui requiert vraiment de la recherche plus fondamentale. Et d'ailleurs, quand on prend les entreprises de semi-conducteurs, vous voyez qu'en fait, dans les premières entreprises, les 17 premières, il n'y en a aucune qui est chinoise, en tout cas en matière de vente. Donc voilà. Alors, du coup, on pourra aussi se poser cette question, est-ce que la Chine est vraiment capable de devenir un vrai pays de l'innovation eu égard à son système politique ? La question se pose, puisque vous avez la croissance par l'innovation versus la croissance par l'imitation, elle requiert en fait un système politique sans doute qui a... disons, de la concurrence et de la liberté, chose dont le régime est un peu dépourvu. Et là, je renvoie aux travaux de Aghion, Acemoglu, Zili Boti, etc., sur ces sujets dont Philippe aura l'occasion de parler. Il y a la question du régime politique autoritaire, du manque de liberté individuelle, donc, et l'allocation, donc peut-être non optimale aussi, du capital recherche et développement, parce que la Chine a tendance à subventionner un peu toutes ces entreprises de la même façon, les plus innovantes et les moins innovantes, et donc là aussi se pose la question de la bonne allocation de la recherche et développement, et enfin, la question de la protection de la propriété intellectuelle aussi qui se pose en Chine. Donc, pour résumer, est-ce que justement on peut dire que cette économie chinoise est passée de ce statut d'imitation au vrai statut de pays innovant à la frontière technologique, hein, c'est-à-dire vraiment la technologie la plus avancée dans son domaine ? Est-ce qu'elle peut rivaliser avec les États-Unis ? Quels sont les obstacles qui restent et comment les surmonter ? Et quelles leçons peut-on tirer de cette expérience ? Et je vais donc commencer par laisser la parole à Marie-Françoise Renard, qui va nous parler donc de la politique d'innovation et d'indépendance vis-à-vis de l'Occident menée par la Chine, donc en faisant un retour sur le modèle de développement chinois. Et est-ce qu'on est justement sorti de cette imitation ? Donc la parole est à toi.
Merci. Donc, bonjour à tous, à toutes et à tous. Je vais présenter la politique d'innovation de façon historique. C'est un peu classique, mais de façon à comprendre un peu comment on en est arrivé là, où on en est aujourd'hui. Alors, la première période, je partirai de 1978 et de la mise en place des réformes. Je vais distinguer 3 périodes. La première période, c'est 1978-2002, c'est la mise en place et l'approfondissement des réformes. Dès le départ, Xi Jinping insiste sur le rôle de la science comme support de développement, mais les politiques qui sont liées à la technologie à cette époque-là sont en fait incluses dans les politiques qui sont la mise en place de mécanismes de marché. Comme Céline l'a rappelé, ces mécanismes de marché, ce changement de modèle chinois, il va être fondé assez largement sur l'ouverture, pas seulement, j'y reviendrai tout à l'heure, mais assez largement sur l'ouverture internationale, sur le développement du commerce, importer des produits étrangers, les transformer, les réexporter. Il s'agissait de compenser le faible niveau de la production et d'opérer des transferts de technologie. Alors, cette volonté d'opérer des transferts de technologie, elle apparaît tout de suite, très rapidement, et elle se manifeste bien sûr au travers du soutien aux investissements étrangers. La Chine va créer des zones économiques spéciales pour contourner, entre guillemets, les règles qui prévalaient dans l'ensemble du pays. Au départ, encore en 78, il y a des sociétés qui contrôlent le commerce international. Donc on va mettre des zones dans lesquelles il y aura une liberté d'installation avec beaucoup d'avantages pour les entreprises étrangères. Et la Chine va utiliser l'attractivité de son grand marché pour attirer les capitaux étrangers. Et ensuite, à partir des années 2000, elle va inciter les entreprises chinoises à investir elles-mêmes à l'étranger. Ces entreprises vont investir un peu tous azimuts et on peut presque dire n'importe comment. Elles se recentreront un petit peu plus tard. Alors, je voudrais dire que pendant cette période, les gouvernements locaux, comme ils le feront par la suite, vont jouer un rôle essentiel. La Chine a un système administratif très hiérarchisé, du gouvernement central, les gouvernements locaux au niveau de la province, les préfectures, les villes, les villages, etc. Les gouverneurs sont nommés par le comité central du Parti communiste qui décide de leur carrière. Et l'évolution de leur carrière est fondée sur leur réussite en matière de politique économique, leur réussite par rapport aux règles, aux objectifs que s'est fixé le gouvernement. Et pendant toutes ces années, ça va être essentiellement la croissance économique. Donc, les gouvernements locaux, même dans les périodes de forte centralisation et de recentralisation, parce qu'il y a eu des vagues, les gouvernements locaux, ils vont jouer un rôle important. Je vais vous donner juste un exemple, parce que je n'ai pas le temps d'insister sur ce point. L'une des grandes réformes de la Chine, ça a été de supprimer les communes populaires pour faire des fermes individuelles dans les campagnes. Quand la Chine s'est réformée, 90% de la population était rurale. Donc, on supprime les communes populaires progressivement, les gens récupèrent des firmes individuelles et on va augmenter la productivité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant même 78, dans la province du Sichuan, qui est une province assez pauvre à l'époque, les agriculteurs voudront avoir des firmes individuelles, vont mettre en place ce système au niveau de certains villages. Ça va donner de très bons résultats en matière de croissance. Donc, le gouverneur de la province, qui s'appelait Zhao Ziyang, autorise les agriculteurs à procéder de cette façon, à continuer. Il en informe le gouvernement central et il y aura des discussions au niveau du Parti communiste pour étendre cette règle à toute la Chine. Les plus conservateurs ne veulent pas. Ils disent que c'est une atteinte au socialisme. Et donc le gouvernement va dire, bon, c'est pas grave, on le fait pas dans les provinces riches de la côte, on va commencer par les provinces pauvres. Comme ça, vous verrez, ça met pas tellement en danger le système. Et Zhao Ziyang deviendra Premier ministre quelques années après. Et bien sûr, comme on le sait, ça va se répandre à l'intérieur de la Chine, dans l'ensemble de la Chine. Donc vous voyez qu'en fait, il y a des règles au niveau national, mais elles peuvent assez facilement être contournées au niveau local. Donc on adapte les conditions. Et il y a 2 points qui vont être essentiels pour mettre en place ces politiques. Premièrement, l'expérimentation. Deuxièmement, l'utilisation des disparités territoriales. Et l'importance du progrès technologique est présent dès le départ. Et dès 1990, le gouvernement déclare que les terres rares sont stratégiques et doivent être protégées. Et donc, il y a des quotas d'exportation qui sont instaurés dans les années 90. Ils seront supprimés par la suite sous la pression de l'OMC. Alors, la deuxième période va de 2003 à 2012. C'est la phase de montée en gamme. Il y a un basculement qui va se produire en 2003 avec l'arrivée au pouvoir de Wen Jiabao sous la présidence de Hu Jintao.
Et progressivement, la dépendance vis-à-vis de l'innovation étrangère devient problématique et le gouvernement propose la notion d'innovation indigène. Et l'objectif, c'est vraiment de faire de la Chine une puissance innovante. Et donc, il y a un plan très ambitieux qui est proposé. C'est le programme national de moyen et long terme pour le développement de la science et la technologie qui couvre la période 2006-2020. Et il a 16 méga-projets qui sont coordonnés par le ministère de la Science et de la Technologie, qui vont concerner le traitement de la pollution, l'industrie des semi-conducteurs, les nouvelles générations de réseaux sans fil, les avions gros porteurs, le spatial et puis bien sûr des projets militaires. Et ce plan s'accompagne d'une seconde vague qui va être mise en place en 2010, qui s'appelle les industries stratégiques émergentes. Et elles sont dans 7 domaines. Alors je vous les donne parce que c'est important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. La protection de l'environnement et la conservation de l'énergie, les technologies de l'information de nouvelle génération, les biotechnologies, les machines de précision de haut niveau, les nouvelles énergies, éoliennes, énergie solaire, biomasse, les nouveaux matériaux et les véhicules fonctionnant aux énergies nouvelles. Alors, ces secteurs ont été choisis parce que la Chine a bien compris qu'elle ne pouvait pas rattraper son retard en s'attaquant à des secteurs dans lesquels les autres pays avaient un avantage très établi. Et donc, il fallait trouver des nouveaux secteurs pour que le gap soit facilement et rattrapable. Et donc, le gouvernement soutient très fortement des projets de coopération université-entreprise. Et il fait aussi une très forte réorganisation des institutions. En Chine, il y a une multiplicité d'institutions. Les acteurs ne savent même pas toujours exactement de quelle institution ils relèvent. Et donc là, le gouvernement va faire une réforme assez profonde de l'organisation. Et donc, encore une fois, cette organisation, elle est très centralisée, mais il y a beaucoup d'initiatives locales qui sont proposées. Alors, l'amélioration institutionnelle est la première étape qui doit être mise en place pour devenir une économie technologiquement avancée. Et l'absence de cadre légal n'a pas empêché l'émergence des firmes privées. Il y a beaucoup de normes informelles, de réseaux, etc. Les firmes privées se sont développées rapidement après le début des réformes. Alors ça a d'abord été dans le secteur du commerce, des petits commerces, etc., des restaurants, puis des entreprises. Donc les réformes, c'est 78. Dès les années 80, il y a beaucoup d'entreprises privées qui vont se développer, alors que ce n'est qu'en 2004 que la Constitution reconnaît le droit de la propriété privée et l'existence des entreprises privées. Donc c'est hors constitution et hors légalité, si l'on peut dire, que ces entreprises se sont créées. Et ça, c'est quelque chose qui pour nous n'est pas très facile à comprendre, parce que la Chine est un régime autoritaire, mais néanmoins on peut faire des choses qui ne sont pas dans le droit. Et donc, toujours dans cette politique, pour s'appuyer sur les synergies locales, la Chine va créer un grand nombre de clusters. Alors, en fait, ces clusters ont permis de très fortes associations entre les entreprises étrangères et les entreprises chinoises, mais à cette époque, cela a plus permis une insertion dans les chaînes de valeur internationales, très importante, plutôt que de l'innovation. Alors, c'est la province du Guangdong, qui est une province du sud-est de la Chine, qui va développer, qui est la plus riche de Chine, qui va, la première, développer ses parcs technologiques, ses districts. Et très souvent, ces parcs technologiques vont être faits à partir d'une entreprise étrangère. Par exemple, Nokia à Pékin, qui va permettre la création d'un parc technologique. Et donc, l'enjeu maintenant, c'est d'orienter ces clusters vers l'innovation, de façon à limiter les importations de technologies étrangères. Et dès cette période, on va avoir une très forte augmentation du nombre de personnes travaillant dans la recherche et une explosion du nombre de brevets. Alors, mes collègues en parleront parce que ce n'est pas nécessairement un excellent indicateur. Il faut évidemment savoir ce qu'il y a derrière. Je vais y revenir. La Chine lance en 2008 le programme 1000 talents pour faire revenir, en fait, c'est un appel à la diaspora, pour faire revenir des chercheurs étrangers. Et ce qui est important, c'est que ces chercheurs, en ayant l'expérience des laboratoires, notamment aux États-Unis, dans la Silicon Valley, etc., vont copier les méthodes d'organisation. Ils ne copient pas seulement les brevets, ils vont copier les méthodes d'organisation et monter des start-up. Et il y a un point qui est très important à partir du milieu des années, vers 2005-2006, c'est qu'il faut comprendre que tant que la Chine a été dans une logique de rattrapage,
la réallocation sectorielle du travail a permis une amélioration de la productivité. Et puis, il y a un moment où, pendant cette période, on a copié les technologies étrangères, donc on a développé un certain niveau quand même de technologie. Mais dès que cette phase a été terminée, c'est-à-dire qu'on n'a plus pu bénéficier, la productivité n'a plus pu bénéficier de cette réallocation du travail, eh bien, il a fallu chercher d'autres sources de croissance, développer l'innovation pour se rapprocher de la frontière technologique. Et dans le même temps, les coûts de production ont beaucoup augmenté en Chine, tous les coûts, et donc la Chine ne pouvait pas se contenter de son statut d'usine du monde. Alors, certains considèrent que le protectionnisme que la Chine a mis en place est un protectionnisme poreux. Il faut savoir que la politique industrielle a toujours été très importante en Chine, avec une vraie stratégie. Ce protectionnisme poreux signifie qu'on va bloquer certains types d'importations, mais on va laisser aussi des informations pour les entreprises innovantes. Par exemple, sur des plateformes grand public qui sont moins sensibles sur le plan politique, comme Airbnb, Uber, par exemple, on va les laisser s'implanter en Chine. Et très rapidement, la concurrence chinoise va les supprimer du territoire, les faire sortir. Mais ils vont bénéficier, les entreprises chinoises vont pouvoir bénéficier d'un effet d'imitation. De même que tous les chercheurs en Chine, dans toutes les universités, l'accès à Google, qui est théoriquement interdit, est extrêmement facile. Et tout le monde, dans les chercheurs, je ne parle pas du grand public, beaucoup de gens utilisent Google. Alors pas tout le monde, il y a une étude qui a été faite qui montre que 90% des étudiants ont accès à Google, ont un VPN, très répandu en Chine, mais que seulement 10% l'utilisent, ce qui est une question intéressante. Alors, en 2012, lors du 18e congrès du Parti communiste, il est décidé que la stratégie de développement, désormais, devrait viser l'innovation, et ça a été confirmé lors du 19e congrès. Et on arrive à la troisième période, qui est la période 2013-2023, et c'est la phase tournée vers l'innovation. Et en 2014, le Parti communiste va définir une politique, il annonce un cadre politique qui s'appelle « Un peuple entreprenant, un peuple innovant », avec les formules que la Chine aime beaucoup. Alors, Xi Jinping, comme on le sait, a recentré le pouvoir, mais ça n'a pas empêché les initiatives locales. Et les politiques en matière d'innovation ont été adaptées selon les provinces. Il faut savoir que dans la mesure où le gouvernement définit des plans, définit les secteurs prioritaires, eh bien, cela facilite les financements parce que dès lors qu'un secteur s'insère dès lors qu'un projet s'insère dans un secteur prioritaire, il peut obtenir un financement d'une banque d'État. Ce risque ne serait pas forcément pris par une entreprise privée, à juste titre parce que beaucoup de projets ne seront pas très intéressants. Et donc, souvent, dans les projets qui ont été mis en place, ce sont les économies d'échelle et la taille du marché qui a permis de rentabiliser le projet qui n'était pas nécessairement innovant. Alors, l'intérêt, c'est qu'on socialise les risques. Et donc, les projets qui sont vraiment dans la lignée de ce que veut faire le gouvernement vont obtenir facilement un financement. L'inconvénient de ces financements sur projet, eh bien, c'est qu'il peut y avoir de l'innovation très intéressante à l'extérieur, que l'innovation, on ne sait pas forcément ce que ça va donner et dans quel secteur ce sera important et dans quel secteur on pourra l'appliquer. Et donc, en mettant ces règles rigides au départ, on se prive d'innovation. Alors, il y a un autre élément de financement très important qui sont les fonds de développement. Les fonds de développement qui vont financer ces projets auxquels vont s'ajouter beaucoup d'initiatives de provinces et de municipalités qui peuvent ajouter leur propre financement et qui vont s'adapter à la situation. Par exemple, le Fujian, qui se situe juste en face de Taïwan, va accorder des financements très importants aux chercheurs de Taïwan qui viennent s'implanter dans le Fujian. Et il y aura par exemple des allocations très importantes, des subventions qui vont être données aux nouveaux docteurs qui viennent de soutenir leur thèse pour venir s'installer dans la province. S'agissant de la province du Guangdong, dont je parlais tout à l'heure, l'objectif, c'est d'attirer les entreprises de haute technologie.
Alors, je suis désolée, il faut que je conclue, mais il y a beaucoup de choses à dire, je vais faire très très vite. Les ambitions, elles apparaissent dans le plan Made in China 2025 et le plan Internet Plus. Ce plan, il a valu à la Chine les foudres de Donald Trump. Et le plan suivant, qui est China Standard 2035, va être présenté, lui, avec beaucoup de discrétion, et il concerne l'intelligence artificielle, les économies émergentes comme la 5G, et point important, la Chine s'est arrangée pour participer activement à la définition des normes internationales, ce qui est un point central, et c'est un Chinois qui est le secrétaire général de l'Union internationale des communications aux Nations Unies. Et donc, pour résumer, puisque je suis obligée de résumer, mais je suppose qu'il y aura des questions, on pourra revenir sur certains points, le plan est utilisé comme un signal politique et a une grande importance pour l'allocation des ressources et la socialisation des risques. Néanmoins, l'innovation s'est appuyée sur la propriété privée et elle s'est appuyée sur la concurrence. La concurrence entre les startups et entre certaines grandes firmes comme Tencent et Alibaba a été absolument redoutable, a entraîné l'élimination d'un grand nombre de firmes, et l'innovation a aussi bénéficié d'une très forte demande dans certains secteurs. Je vous donnerai juste un chiffre. WeChat Pay, qui est l'application mobile très populaire en Chine, a un taux de pénétration de 84% du marché, alors qu'Alipay, aux États-Unis, n'a que 24% de pénétration du marché, et ils ont été créés en même temps. Et donc, la Chine ne maîtrise pas les briques technologiques de certains secteurs, de façon à faire des innovations de rupture, et donc elle va chercher à faire des innovations dans de nouveaux secteurs avec une très grande aptitude à mettre en place des business plans sur des produits qui sont des produits innovants. Il y a des exemples comme les fintech, l'intelligence artificielle, les robots, les objets connectés, etc. Alors, je n'ai pas le temps de parler de l'intelligence artificielle, on y reviendra sans doute dans les questions. Merci. Merci beaucoup, Marie. Alors, je vais à présent passer la parole à Philippe Aguillon, donc, qui, lui, va nous parler, qui va faire un focus, disons, sur les publications des chercheurs chinois, à travers notamment l'expérience de la China Initiative, et donc nous montrer que la Chine serait encore dépendante de l'Occident. D'accord, bon, en tout cas, merci beaucoup Céline d'avoir organisé cette session, et c'était passionnant d'écouter Marie-Françoise. J'ai appris énormément. Voilà, merci beaucoup. Alors, en fait, pourquoi on parle d'une énigme chinoise? Parce que, en fait, d'abord, je vais vous dire un peu d'où je viens, moi. Donc, moi, je suis un économiste de la croissance, et j'ai développé avec Peter Howitt en 1987 ce qu'on appelle le modèle de croissance schumpeterien. Et l'idée, ce qui sous-tend ce modèle, c'est 3 idées de base. C'est que d'abord, la croissance de long terme est essentiellement tirée par l'innovation. Ça peut être des innovations de produits, des innovations de procédés, des innovations organisationnelles, etc. La deuxième idée, c'est que l'innovation ne tombe pas du ciel, elle résulte d'investissements, notamment en R&D, de la part notamment d'entrepreneurs. Et les entrepreneurs s'engagent dans ces investissements parce qu'ils espèrent retirer un bénéfice de l'innovation. Ils espèrent retirer des rentes de l'innovation. Si tu fais un meilleur produit, tu as des rentes de monopole parce que tu es le seul à produire ce produit pendant un certain temps au moins, ou bien si tu produis moins cher quelque chose, eh bien tu arrives à évincer tes concurrents et être le monopole pendant un certain temps. Et c'est la perspective de ces rentes qui motive l'innovation. Donc ça, c'est déjà la deuxième idée. Et la troisième idée, et donc évidemment la propriété privée joue un rôle important, parce que si tu es exproprié sur les gains de l'innovation, tu n'as aucune incitation à innover. D'accord ? Donc la troisième idée, c'est la destruction créatrice, c'est-à-dire que les nouvelles innovations tendent à remplacer les innovations précédentes. D'accord ? Et tendent à les rendre obsolètes. Et en fait, on voit qu'au cœur de la croissance schumpeterienne, il y a une contradiction. D'un côté, il faut des rentes d'innovation pour motiver les activités d'innovation, mais de l'autre côté, les innovateurs d'hier sont tentés d'utiliser leurs rentes pour empêcher de nouveaux innovateurs, parce qu'ils ne veulent pas, eux, être victimes de destruction créatrice. Et tu vois, et cette contradiction est au cœur du processus de croissance.
Donc voilà. Et il y a une autre idée importante, c'est la concurrence. En fait, Marie-Françoise parlait de la concurrence. C'est très important parce qu'on innove pour échapper à la concurrence. Mettons, vous êtes tous une classe, je donne toujours cette image-là. Supposons qu'il y a une tête de classe et une queue de classe, et que je fais venir un très bon élément. Eh ben, la tête de classe va travailler plus dur pour rester la tête de classe. Donc là, la concurrence va l'inciter à innover pour rester les meilleurs. Mais le queue de classe qui est déjà découragé sera encore plus découragé. Et donc, on voit qu'il y a ces deux effets de la concurrence. Sur ceux qui sont bons, ben, ça les stimule à innover pour échapper à la concurrence et pour suivre et rester les meilleurs. Et pour ceux qui sont déjà moins bons, ça a un effet de découragement. Mais évidemment, plus vous êtes un pays développé, plus vous avez des entreprises qu'on appelle proches de la frontière technologique et qui, elles, réagissent positivement à la concurrence et qui donc réagiront. Et la concurrence, on voit typiquement, a un effet d'autant plus stimulant sur l'innovation et la croissance que vous êtes un pays plus développé avec davantage de premiers de la classe, davantage de firmes qui sont très avancées. Ça, c'est de là où je viens. Alors, je veux maintenant juste parler comme ça. C'est que simplement, donc j'ai de très bons amis qui est à la fois un co-auteur. Donc des fois, je suis d'accord avec lui, des fois, je ne suis pas d'accord. C'est Daron Acemoglu. Il a écrit avec Jim Robinson un livre très connu qui s'appelle Why Nations Fail. Et donc beaucoup de choses que je suis d'accord dans ce livre, mais une chose et une idée importante de ce livre, c'est un livre totalement schumpeterien, et c'est un livre qui dit en gros il y a deux types de pays. Il y a les pays qui ont surtout des institutions inclusives, c'est-à-dire des institutions qui tolèrent la destruction créatrice, qui permettent la destruction créatrice. Et ça, c'est des pays qui innovent et qui croissent. Et puis tu as les pays plutôt extractifs qui ne permettent pas la destruction créatrice parce que tu as des entreprises en place qui empêchent les nouveaux d'arriver, quoi, qui ont, c'est peut-être des innovateurs d'hier ou les pouvoirs politiques qui ne veulent pas qu'il y ait de nouvelles entreprises et qui empêchent l'innovation et la croissance. Et en fait, Acemoglu Robinson rangeait la Chine dans le groupe des économies extractives. Il les mettait sur le même plan que la Zambie, quoi, ou que le Zimbabwe, quoi. Et ça me paraissait... Et en gros, leur idée, c'était que tant que la Chine ne se débarrassait pas du Parti communiste... Moi, je me rappelle d'une réunion, on était parti avec Daron et Thorsten Persson et d'autres en Chine en 2013, exactement il y a 10 ans. Et on s'est retrouvé avec Li Keqiang, qui vient de mourir maintenant, qui était Premier ministre à l'époque. Et la recommandation de Daron à Li Keqiang, c'est disband de Communist Party, quoi. C'était assez drôle de donner ce conseil au numéro 2 du parti, au numéro 2 du pays. Et que si tu ne te débarrassais pas du Parti communiste, il n'y avait aucun possible. Tu restais la Zambie et tu restais le Zimbabwe, quoi. Voilà. Donc c'est intéressant parce que Marie-Françoise montre que les choses sont beaucoup plus nuancées que ça. C'est intéressant. Alors je continue. Alors je ne sais plus comment j'ai aucun signal. Comment je fais pour allumer? Ah voilà, c'est bon. Voilà. Alors, mais en fait, si vous voulez, malgré un manque de démocratisation de ces institutions politiques et un très fort contrôle du Parti communiste, comme l'a expliqué Marie-Françoise, la Chine a connu une forte croissance depuis les années 80, qui a permis à des millions de personnes de sortir de la pauvreté. Moi, j'aime beaucoup Esther Duflo, mais je pense que c'est pas juste Village Economics. Je pense beaucoup que, quand même, avec Deng Xiaoping, ça fait une énorme différence et ça a permis de sortir des millions de gens de la pauvreté, de la même manière qu'en Inde, Rajiv Gandhi, les réformes qu'il a faites ont permis à beaucoup de gens de sortir de la pauvreté. Donc je crois beaucoup à un mélange de Village Economics et de macro, quoi. Voilà, donc ça c'est un peu le débat que nous avons avec Esther. Bon, parenthèse fermée. Donc si vous voulez, moi je dis à Daron, je t'aime beaucoup Daron, mais... Écoute, quand même, ton truc sur la Chine, c'est un peu court dans Why Nations Fail, parce que la Chine, c'est quand même pas des zozos. Ils arrivent à se développer, ils arrivent à croître, etc. Et Céline vous a montré que même en matière de brevets d'innovation, la Chine rattrape les États-Unis, en tout cas en termes de nombre de brevets. Voilà, par exemple, si on regarde les articles de recherche, eh bien, sur la base de données Scopus, eh bien, ils ont complètement explosé récemment. La Chine produit presque autant de brevets que les États-Unis. Alors, il faut savoir de quelle qualité sont les brevets. Et elle est présente dans les technologies de pointe, notamment la 5G. C'est les travaux notamment de Antonin Bergeot et Cyril Verluise. D'accord? Donc voilà, par exemple, les travaux de Bergeot-Verluise. Vous regardez quand dans des technologies comme la blockchain, donc la Chine, c'est en bleu et le Japon, c'est en jaune. C'est très marrant parce que le Japon se rétrécit et la Chine grandit. Et vous voyez, la Chine, comment dans des domaines comme le stockage de l'hydrogène, le génome, blockchain, etc., la Chine fait irruption et c'est ce qui est en bleu. Vous voyez, donc ça montre que Why Nations Fail, they didn't get it, quoi. Hein, d'accord?
Voilà. Alors maintenant, comment expliquer le rattrapage chinois? Le rattrapage, c'est d'abord une réallocation des facteurs de production. On fait venir des gens de la campagne vers la ville. Qu'est-ce qui permet cette réallocation? En fait, il y a deux choses qui sont très importantes. La Chine, c'est un pays où les gens sont éduqués. Et l'autre, c'est un pays qui s'ouvre. Et la combinaison de openness et d'éducation, ça marche très bien. Voilà. Alors c'était intéressant parce qu'il y avait ce qu'on appelait le consensus de Washington qui disait stabilize, privatize, liberalize. Il n'y avait pas l'éducation dedans. Ça manquait malheureusement. Or l'éducation la combinaison de openness parce que l'éducation vous donne ce qu'on appelle, ce que Cohen-Levinthal appelle absorptive capacity. Vous avez une capacité d'absorption des technologies et d'imitation. Et c'est cette combinaison d'éducation et de openness qui explique en grande partie et la réallocation des facteurs de la campagne vers la ville. Mais ça, Marie-Françoise peut vous en parler, etc. Et on voit qu'en termes de pourcentage de la valeur ajoutée, ben évidemment, la Chine va d'abord vers l'industrie, les services, etc. Et s'éloigne de l'agriculture. La deuxième chose, c'est le recours aux investissements directs étrangers. Depuis le début des années 90, la Chine fait un appel aux capitaux étrangers, mais dans une proportion décroissante au cours du temps. Mais vous avez un énorme boom, vous voyez, dans les années 90, et puis il y a un train de décroissant très légèrement, qui est en accord avec ce que Marie-Françoise nous racontait tout à l'heure. Il y a un recours à la dépense publique. La dépense publique est comme soutien à la stratégie d'investissement, et quant à elle, croissante dans le temps. D'accord ? Et puis le stock de capital, cette stratégie d'investissement a permis l'accroissement du stock de capital en pourcentage du PIB chinois. D'accord ? Alors maintenant, il y a la question, ça c'est du rattrapage. C'est-à-dire que la Chine, parce qu'en gros, vous avez deux façons, moi je me lève un peu parce que j'ai besoin de bouger, vous avez deux manières de faire de la croissance. Ou vous faites du rattrapage de l'imitation et vous imitez les technologies avancées, ou bien vous faites de l'innovation à la frontière. Quand vous êtes très loin de la frontière technologique, la croissance c'est essentiellement un rattrapage. Et là, je vous dis, la Chine a pu, grâce à la réallocation de facteurs, à l'ouverture vers les investissements étrangers, le fait qu'elle avait de l'éducation, permettait du rattrapage. Pour ça, tu n'as pas besoin de faire de l'innovation vraiment. Mais à un moment donné, quand tu es tout près de la frontière technologique, la meilleure manière de faire de la croissance, c'est d'innover à la frontière. C'est toi-même devenir un frontier innovator. Mais pour devenir un frontier innovator, tu as besoin vraiment d'innovation. Et l'innovation, ça requiert de la concurrence, beaucoup, puisque j'innove pour échapper à la concurrence. Ça requiert une certaine liberté, parce qu'il faut être libre. Ça, la Chine, c'est pas terrible, d'accord ? Donc, il faut un certain nombre de réformes qui vous permettent de passer d'une économie d'imitation à une économie d'innovation. Or, il y a des pays qui sont tombés dans ce qu'on appelle la middle income trap. Qu'est-ce que c'est que la middle income trap? C'est la trappe de développement, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui rattrapent, et à un moment donné, quand il s'agit de passer à des institutions qui favorisent l'innovation, et c'est pas seulement qui favorisent le rattrapage, eh bien ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Par exemple, la Corée est un pays qui rattrape formidablement après la guerre de Corée. La Corée du Sud, évidemment, pas la Corée du Nord, d'accord? Et se développe pendant cette période-là des gros conglomérats qu'on appelle des chaobols. Et les chaobols qui se développent pendant la période de rattrapage, non seulement ils inhibent l'entrée de nouveaux, c'est ce que j'appelais le problème schumpeterien que les innovateurs d'hier veulent empêcher de nouvelles innovations, mais également ils font pression sur le gouvernement pour que le gouvernement ne change pas ses institutions pour devenir un gouvernement pro-innovant. Et c'est ça le problème de la middle income trap, d'accord? Et donc la question c'est, est-ce que la Chine allait tomber dans la middle income trap? Et donc quand on est allé en 2013, c'était l'obsession des Chinois que eux ne tombent pas dans la middle income trap, d'accord? Donc ils ont essayé de faire un certain nombre de réformes. Et la question c'est de savoir, est-ce que la Chine peut éviter la middle income trap sans suivre ce que mon copain Daron recommande, disband de Communist Party. En gros, c'est ça, d'accord? Donc peut-elle devenir une économie d'innovation? Et est-ce que l'absence de liberté politique est un frein au passage d'une économie d'imitation à une économie d'innovation? Donc je continue, je vais pas être trop long. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, je ne vais pas faire de mauvais plagiat de ce qui a très bien été expliqué par Marie-Françoise. Les Chinois se lancent dans une politique industrielle ambitieuse. Une augmentation importante des dépenses en R&D. D'accord? Depuis les années 80-90, plusieurs indicateurs montrent une hausse significative des dépenses en R&D. Vous voyez les dépenses en R&D par rapport aux États-Unis. Vous voyez, la Chine est en bleu. Et c'est énorme, quoi. Ils rattrapent, quoi. En millions de dollars. D'accord? Ils ont des politiques incitatives, notamment crédit d'impôt Innocom, ciblé sur les entreprises de 8 industries identifiées comme secteurs d'avenir. Donc ça marche très très bien. Les revenus pour les produits high-tech sont multipliés par 3 2 ans après le crédit d'impôt.
Donc ça, et beaucoup de brevets. Donc ça marche très bien. Et puis, il y a l'influence de l'international. Au début des années 80, Deng Xiaoping instaure les zones économiques spéciales. Donc ça, je ne vais pas revenir sur ce qu'a expliqué Marie-Françoise. Les investissements directs, vous voyez, augmentent très très vite. Et dans le secteur académique, il y a eu aussi des réformes. Par exemple, le système des tenure tracks. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, comment ça marche l'université? Tu es embauché quand tu as ton PhD, tu as ton doctorat. Tu deviens professeur assistant, tu as un contrat de 6 ans, on voit si tu es bon, etc. Et on décide au bout de 6 ans si on te titularise ou pas. Eh bien, les Chinois ont dit, nous, on va essayer de mettre des tenure tracks. Et ça a eu des effets importants. L'augmentation du nombre de publications pour les profs embauchés a énormément augmenté en Chine. Donc, ils ont essayé d'imiter. Et puis, évidemment, la politique que tu mentionnais, Marie-Françoise, la politique des 1000 talents, lancée en 2008 pour faire revenir les chercheurs chinois partis à l'étranger. Donc, ils ont fait beaucoup de choses. Mais maintenant, la question est la suivante. C'est qu'est-ce qui fait que la Chine a si bien réussi? Et nous, dans un travail récent avec Céline et avec d'autres chercheurs, nous avons essayé de regarder la dépendance de la Chine par rapport aux États-Unis. En fait, les Chinois, c'est intéressant parce que vous dites, c'est là que, tu vois, par rapport à Daron, c'est vrai qu'il n'y a pas de liberté en Chine, mais un truc que les Chinois ont fait, c'est qu'ils ont permis à beaucoup de gens d'aller aux États-Unis, et il y a de la liberté aux États-Unis. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, nous, on n'en a pas chez nous, mais allez la chercher là-bas, quoi. Et donc, vous pouvez profiter du fait qu'il y ait de la liberté ailleurs, en gros, tu vois. Donc, ce que les Russes n'avaient pas pensé à faire, l'Union soviétique, tu vois, il n'y avait pas de... Tu ne pouvais pas voyager à l'époque de l'Union... Oui, de conclure. Donc, je vais juste... voilà. Non, voilà. Mais en gros, la China Initiative, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en 2018, l'administration Trump dit, eh bien, je limite la possibilité de collaboration de chercheurs basés aux États-Unis avec les chercheurs chinois. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, vous voyez que la proportion des Américains qui votent, qui travaillent avec les partenariats États-Unis avec les chercheurs basés en Chine, vous voyez que l'Europe, les partenariats européens avec la Chine continuent d'augmenter, c'est la courbe en bleu, et les partenariats chinois avec les Américains, qui ont augmenté beaucoup, commencent à baisser. Et ça, c'est la China Initiative. Et ce que je veux simplement vous dire, c'est qu'on a regardé des données bibliométriques et on a comparé les performances des chercheurs chinois qui travaillaient avec des Américains comme co-auteurs, avec des chercheurs chinois identiques en tout point de vue, except qui travaillaient avec des Européens. Et on voit qu'à partir du moment où il y a la China Initiative, eh bien, les citations des papiers, c'est une bonne mesure de qualité de la recherche, les citations des chercheurs chinois, des papiers des chercheurs chinois qui travaillent avec les Américains baissent. C'est-à-dire qu'ils subissent le China Initiative, tu vois. Et on voit également que le nombre de publications dans les top journals, baisse également. Et donc, on voit qu'il y a vraiment... La qualité des co-auteurs baisse également. Et on voit que donc il y a en général le nombre de publications, le nombre de citations, le nombre de publications dans les top journals et le H-index des co-auteurs baisse après Donc si vous voulez, ce qui se passe, c'est que c'est la chose suivante, c'est que en fait, et je voulais juste terminer par ça, c'est-à-dire que à partir du moment où Trump a dit qu'il va y avoir des limites sur les possibilités de collaboration entre Chinois et Américains, eh bien, on a vu que la qualité de la recherche chinoise de ceux qui collaboraient avec les Américains ont baissé par rapport à ceux qui collaboraient avec les Européens, qu'il n'y a pas eu l'équivalent de China Initiative en Europe. Et donc, ça montre une dépendance des chercheurs chinois sur les États-Unis. Ça a été le développement du côté américain. Ça a un peu plombé la recherche chinoise à cause des Américains. Maintenant, à cause des Chinois eux-mêmes, et je veux juste terminer par ça, Xi Jinping, c'est une espèce de fermeture. On a parlé de Deng Xiaoping et tout ce qu'il y a eu. Xi Jinping ferme les choses. Et en particulier, on fait en sorte que les directeurs de département soient des membres du Parti communiste. Et à partir du moment où on introduit ça, c'est un article d'Acemoglu et co-auteur, on montre qu'en fait, les chercheurs, ça c'est la similarité de la recherche des chercheurs d'un lab avec celui du directeur du département. À partir du moment où on introduit cette réforme en Chine, que le chef du département doit être un membre du Parti communiste, eh bien tous les chercheurs du centre se mettent à faire des papiers très similaires sur les mêmes sujets, et donc ça les rend conformistes. Et je veux juste terminer par là, le danger maintenant qu'il y a, c'est qu'évidemment, d'un côté, les Américains ont un peu fermé, et donc ça plombe un petit peu la recherche chinoise, mais de l'autre côté, il y a une fermeture du côté chinois, et dont on peut se dire, eh bien peut-être, il y avait, si vous voulez, un compromis, et c'est ça que je veux demander à Marie-Françoise aussi. Il y a eu un compromis. En gros, Deng Xiaoping a dit, la politique, vous vous mêlez pas, on garde le Parti communiste, mais vous, l'économie, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et il y avait un compromis avec la population chinoise qui était de dire, vous ne vous mêlez pas de politique, mais on vous garantit la prospérité. Et on se demande si, depuis le Covid notamment,
ce contrat-là n'est pas en train d'être changé. C'est-à-dire que le gouvernement chinois, au lieu de privilégier la croissance, n'est pas en train de se dire « je privilégie l'ordre et la stabilité ». Et au détriment peut-être de la croissance et de la prospérité. Et j'introduis notamment des mesures comme ça qui plombent également la qualité de la recherche chinoise et de l'innovation chinoise. Et donc maintenant, il y a le danger de middle income trap en Chine, parce qu'on se dit, entre les Américains qui les bloquent et le régime chinois qui se ferme, est-ce que la Chine va pas quand même, bien qu'elle ait beaucoup innové jusqu'à maintenant, tomber dans le syndrome de la middle income trap? Et j'arrête là. Merci beaucoup. Merci pour cet exposé très enthousiaste, Philippe. Peut-être Marie-Françoise, on aura l'occasion pendant le débat d'échanger sur ces questions. Donc je vais passer la parole à Gaëtan de Rassenfoss, qui va nous faire un focus, lui, sur la question des brevets, qui est une question importante, vous l'avez vu, qui est fondamentale dans l'ensemble des interventions qu'on a eues, donc à partir notamment de l'analyse géographique, et qui va nous dire donc dans quel domaine la Chine est vraiment innovante et quelle est la qualité réelle des brevets. Merci beaucoup Céline. Toujours très difficile de passer après Philippe qui a une bombe d'énergie, mais qui est toujours extrêmement intéressant. Donc là, on va redescendre le focus et on va revenir sur un des points que Céline avait mentionné, c'est effectivement l'importance des brevets en Chine et le nombre de brevets déposés par les Chinois. Et on va vraiment essayer de tenter de déconstruire en fait ces statistiques pour comprendre ce qui l'a conduit. Donc, je veux commencer par cette observation. Il y a 2 ans, 46,6% des demandes de brevets à travers le monde ont été déposées à l'Office chinois des brevets. 46,6%. C'est énorme. Ça veut dire que presque la moitié des innovations, des inventions en tout cas, sont chinoises. Donc, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. On va se demander, mais comment comprendre ces statistiques? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Tout d'abord, très brièvement, un brevet. On en parle. Tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Ici, vous avez un exemple d'un brevet déposé à l'INPI en France. Un brevet protège une invention. Donc, il donne un monopole à l'inventeur, un droit pour exclure d'autres parties de produire, vendre, fabriquer, importer l'invention. Donc c'est vraiment l'incitant ou la carotte qui pousse l'innovateur à innover pour une promesse pour son invention de revenus plus élevés, ce qui l'incite à investir dans l'innovation. Globalement, on peut dire un brevet égale une invention. On va déconstruire ça, mais on pourrait se demander donc, est-ce que la moitié des inventions du monde produites cette année sont chinoises? Quand on regarde alors effectivement la croissance du nombre de brevets déposés en Chine, on a une croissance essentiellement nulle jusqu'aux années 2000. La Chine entre dans l'OMC, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, par le traité PCT, à partir de 2001, augmentation, 2010, vraiment accélération avec une nouvelle politique d'incitation à la recherche. On a 1,8 ou 1,6 million de demandes de brevets déposées en Chine. 1,6 million d'inventions, c'est énorme. C'est énorme, surtout en comparaison en fait, avec les autres pays, la France en bleu, le Japon en jaune, la Corée en vert et les États-Unis en orange. Donc la somme de ces 4 pays est inférieure à la production chinoise. Maintenant qu'on a compris cette statistique, j'aimerais revenir un petit peu en arrière et essayer de comprendre en fait, ce qu'il y a derrière. Donc tout part, comme Philippe l'a dit, de la recherche et développement. Ce sont des dollars investis, il y a énormément de milliards investis en recherche et développement, un énorme rattrapage chinois à ce niveau-là. Cette recherche et développement mène pour une part à des inventions, pour une autre part à des échecs. Simplement, on a cherché des solutions, on n'a pas trouvé, c'était un dead-end technologique. Voilà. Ces inventions, certaines vont faire l'objet de brevets, d'autres vont être, par exemple, maintenues secrètes. D'autres sont des innovations, par exemple, de type organisationnel qui ne sont pas brevetables. Donc, une fraction sont brevetées. Et ensuite, ce qui nous intéresse vraiment, c'est une fois ces inventions mises sur le marché, certains vont connaître un succès commercial, vont être des innovations, ce qu'on appelle des innovations. D'autres vont de nouveau être des échecs. Alors, on observe, nous, les chercheurs, les recherches et développement, les papiers scientifiques qui sont plus proches de la recherche, et ensuite les brevets. Mais c'est globalement les 2 seuls ou les 3 indicateurs qu'on a pour mesurer ce processus d'innovation à large échelle.
Donc une première étape qu'on se demande, c'est en fait la Chine produit beaucoup de brevets, mais si on normalise ça par rapport aux dépenses de recherche et développement, à quoi la statistique ressemble? Là on voit en fait c'est le brevet par million de dépenses de recherche. La Chine en rouge arrive au même niveau que les Japonais et les Coréens, beaucoup plus élevé que la France et les États-Unis, ce qui suggère deux choses. Soit la Chine est beaucoup plus productive. Pour chaque dollar investi ou chaque euro investi en recherche, la Chine produit plus de brevets. Elle est plus productive. Soit la Chine a simplement une plus forte propension à déposer des brevets à stock d'invention constant. Je vais revenir là-dessus. Donc nous, ce qu'on aimerait vraiment comprendre, c'est la productivité de la recherche, donc le nombre d'inventions générées par dépenses de recherche-développement. Ce qu'on mesure, par contre, ce sont les brevets par unité de recherche-développement. C'est la seule équation, c'est juste pour illustrer. Mais donc, ici, ce que je veux vous illustrer, c'est que la mesure de productivité qu'on cherche à comprendre, brevet par invention, ce n'est pas ce qu'on mesure, on observe invention par R&D, c'est ce qu'on aimerait comprendre, ce n'est pas ce qu'on observe, on observe brevet par dépenses de recherche et développement. Cette mesure est polluée par le terme brevet par invention, qui est ce qu'on appelle la propension à breveter. Donc un pays qui a une forte propension à breveter, à stock d'invention constant, aura naturellement plus de brevets. Alors ici, il faut savoir que la Chine a une politique très agressive de dépenses, de dépenses publiques pour soutenir la création de brevets. Donc on a des réductions d'impôts, des crédits d'impôt à la recherche, qui va augmenter les dépenses en recherche et développement, mais on a aussi et surtout des subsides pour les déposants de brevets. Donc ça a été un objectif politique de la Chine, en fait, d'augmenter de manière considérable les brevets. Et donc les applicants, les déposants chinois recevaient de l'argent, parfois plus que pour couvrir les coûts de développement des brevets. Donc on a une très forte propension à breveter en Chine, ce qui va effectivement biaiser cette statistique. On a aussi une forte variation de la qualité de ce processus de recherche et développement. Donc de processus d'innovation. Donc en termes de recherche et développement, les dépenses R&D peuvent aller soit vers la recherche fondamentale, plus proche de ce qui se fait au musée de l'université, comme Philippe l'a dit, ou alors en développement. Là, on a vraiment des améliorations marginales, si vous voulez, autour de technologies qu'on connaît déjà. Au niveau des inventions, on a aussi une variation de qualité. On a une variation de qualité d'invention, peut-être des inventions radicales versus incrémentales. Ce qui fait que les brevets eux-mêmes vont avoir cette distribution de qualité. On aura beaucoup de brevets potentiellement de faible qualité, d'autres brevets de grande qualité, et tout ça dépend en fait un peu de la manière dont ce processus d'innovation au sein du pays s'effectue. Donc effectivement, nous, on aimerait comprendre, si on essaye de normaliser, si vous voulez, par la qualité, quelle mesure, quel score obtiendrait la Chine. Un autre point qu'il faut également comprendre, c'est que les offices de brevets ont des standards différents. C'est-à-dire qu'on a ici l'Office européen des brevets qui est en général très exigeant, donc obtenir un brevet à l'Office européen des brevets ou l'OEB est difficile. En Chine, c'est relativement facile. Les standards pour obtenir un brevet sont très faibles, et on considère en général que les États-Unis sont au milieu. Et donc, clairement, un brevet chinois n'est pas équivalent à un brevet européen pour 1 milliard de raisons que je viens d'expliquer, mais en particulier parce que les brevets soumis diffèrent eux-mêmes en qualité à cause de variations de qualité dans le processus de recherche et développement, et parce que les offices de brevets eux-mêmes ont également des standards différents. Donc, une première mesure, ce serait de dire, regardons simplement dans un seul office, ici l'OEB, regardons la part des déposants chinois, ou quels sont les déposants par nationalité. Il se trouve que le plus grand déposant à l'OEB est un Chinois, Huawei, qui est une entreprise de télécommunications. Dans le top 20, on a 3 firmes chinoises avec Oppo et ZTE, qui sont 3 firmes en télécommunications. Les 3 autres premières firmes sont coréennes avec LG et Samsung et américaines avec Qualcomm. Et ensuite, on commence à voir des acteurs européens qu'on connaît un peu mieux, du genre Ericsson, Siemens, BASF, Philips, parmi d'autres. Donc, le premier déposant est une firme chinoise. Donc, il est indéniable que la Chine a une capacité d'innovation à la frontière. C'est clair. Si on regarde par distribution, si on regarde la distribution des dépôts chinois à l'Office européen des brevets, la majorité, enfin pas la majorité, mais la plus grande fraction en communication, technologie de la communication, ensuite équipement électronique globalement. Important pour le futur, un rapport de l'Office chinois montre que
les déposants chinois possèdent 30% des brevets couvrant la technologie 6G. Donc là, on parle de développer la 5G, de faire des antennes 5G pour nos téléphones portables. Effectivement, les firmes travaillent déjà à la 6G. 30% de la technologie 6G est déposée par des firmes chinoises. Un autre concept pour comprendre la valeur des brevets, c'est ce qu'on appelle la famille de brevets, une famille de brevets. Donc si vous êtes un inventeur français, vous avez une invention que vous estimez suffisamment intéressante pour l'exploiter en dehors de votre pays, vous pouvez la déposer par exemple à l'Office américain des brevets, par exemple au Japon, en Corée, parce que vous pensez que la technologie aura une valeur dans ces marchés-là. Donc ici, on peut mesurer en fait la taille de la famille des brevets chinois ou de par le monde. Clairement, avec l'idée qu'une protection étendue à plus d'un pays suggère une invention suffisamment importante. Et là, quand on regarde l'évolution des familles de brevets à travers le temps pour quelques pays, ici on a ce qu'on appelle des brevets triadiques, c'est-à-dire des inventions qui ont un brevet qui couvre le Japon, l'Europe et les États-Unis. On voit que la Chine, en rouge, est beaucoup plus basse que ce que la statistique d'avant suggérait. Et on voit que les ratios sont toujours dominés par le Japon, la Corée, le Japon, les États-Unis et l'Europe. Donc quand on prend ce premier indicateur de qualité, on se dit, bon, peut-être que la Chine n'est pas tellement à la frontière que ça. Par contre, c'est un peu injuste, parce que là, on a comme filtre un brevet déposé dans 3 pays qui n'inclut pas la Chine. Donc clairement, les Européens seront avantagés parce qu'ils n'ont qu'à l'étendre dans 2 autres pays. Les Chinois, eux, doivent l'étendre dans 4 pays pour arriver dans ce filtre-là. Donc un autre filtre, c'est ce qu'on appelle les familles internationales. Quels sont les brevets déposés à l'Office chinois des brevets qui sont également étendus dans un autre pays? Ça peut être le Japon, la Corée, l'Europe, enfin n'importe quel autre pays. Même chose pour l'Europe, quels sont les brevets européens, ou en tout cas ici c'est français, qui sont déposés dans un autre pays, et ensuite de suite. Donc ça, c'est une mesure qui est vraiment, entre guillemets, comparable pour l'ensemble des pays. On voit que la Chine s'en sort un peu mieux, mais quand même beaucoup plus basse globalement, en tout cas que les États-Unis et le Japon. Donc on voit tout de même un rattrapage. On voit effectivement qu'à partir de 2000, la croissance de ces brevets de plus forte qualité ou de plus forte valeur augmente, mais on est quand même à des valeurs beaucoup plus basses que ce qu'on voyait dans la première statistique. Donc, pour conclure, la Chine dépose un grand nombre de brevets. La moitié des inventions de par le monde sont chinoises. Oui et non. On a montré qu'elle avait un ratio brevet-R&D élevé, donc elle dépose beaucoup de brevets par unité de recherche. Ce ratio reflète notamment une très forte propension à breveter. Le chinois dépose beaucoup de brevets. Ça a été notamment poussé par une politique de soutien aux dépenses. Cette politique, d'ailleurs, est arrêtée parce que l'Office chinois est inondé de demandes de brevets de faible qualité, n'arrive pas à les traiter. L'Office de brevets chinois ne fonctionne pas bien. Donc cette politique a été arrêtée. Par contre, lorsque l'on considère des mesures comparables de brevets, la performance de la Chine est beaucoup moins impressionnante, mais elle est néanmoins en forte croissance. Mais clairement, il est sûr que la Chine a des champions de l'innovation, par exemple Huawei, et en tout cas pour les technologies de la télécommunication, la 6G, la Chine s'en sort extrêmement bien. Merci. Merci beaucoup Gaëtan. Alors peut-être juste avant de lancer le débat et de prendre les nombreuses questions qui ont été posées, juste une question donc, qui s'adresse à toi, juste pour réexpliquer la notion de propension à breveter. Est-ce que tu peux en quelques mots juste la réexpliquer ? La propension à breveter, c'est si vous avez un stock, vous êtes une firme, vous avez un stock de 100 inventions qui sont potentiellement brevetables, combien est-ce que vous en brevetez ? Est-ce que vous en déposez 10 à l'office ? Est-ce que vous en posez 100 à l'office ? Une firme européenne moyenne, on va dire, va en déposer 20. Va déposer 20 brevets sur la centaine d'inventions qu'elle considère. Une firme chinoise sera beaucoup plus proche de 80, par exemple. Merci beaucoup. Alors peut-être je vais commencer par une première question et une question qui en rejoint d'autres en fait, donc qui est la question de comment les politiques de contrôle et de censure en Chine peuvent-elles influencer le développement et l'innovation technologique dans le pays. Donc je pense que soit Marie-Françoise, Philippe ou Gaëtan. Alors d'abord je voudrais revenir sur une chose qui a été un peu dite par tout le monde et préciser que l'objectif ultime de la politique économique en Chine, depuis 1978 et sans doute avant, l'objectif essentiel,
c'est le maintien au pouvoir du Parti communiste. Donc je pense que le projet d'Acemoglu, c'est pour du long terme, à mon avis. C'est vraiment l'objectif de la politique économique, c'est-à-dire tout ce qui est un obstacle à cela doit être éliminé. D'autre part, la société chinoise ne doit pas être confondue avec le gouvernement chinois. C'est une société qui est complexe, qui est très diversifiée. Comme cela a été dit par Philippe tout à l'heure, il y a un contrat non écrit qui est on améliore votre niveau de vie, mais vous ne vous souciez pas de politique et vous n'intervenez pas en politique. Donc il y a en Chine beaucoup de manifestations de mécontentement parce qu'il y a de la sécheresse, parce qu'il y a de la pollution, mais pas sur la politique. Mais aujourd'hui, les Chinois n'ont pas oublié qu'il y a 40 ans, ils n'avaient pour la plupart d'entre eux pas les moyens de s'acheter des chaussures. Et d'autre part, il n'y a pas d'opposition construite en Chine. Alors déjà, au sein du Parti communiste, il y a des factions différentes, mais Xi Jinping a éliminé l'essentiel de ses concurrents. Il a quand même des opposants et on sait aujourd'hui que, même si on en a très peu d'informations, mais on sait aussi qu'il y a des dissensions au sein du Parti communiste et ces dissensions avec Li Keqiang, par exemple, n'étaient pas secrètes. Mais néanmoins, il y a une sorte de chape de plomb quand même sur ce mode de fonctionnement. Et ensuite, il y a depuis très très longtemps des cellules du Parti communiste dans toutes les institutions en Chine, dans les entreprises, dans les universités, etc. Et je me souviens qu'au début, où on recevait des représentants d'universités chinoises, il y avait toujours quelqu'un qui disait « c'est moi le représentant du Parti communiste ». Mais jusqu'à une période récente, leur rôle, après avoir été très important, était devenu très secondaire. C'est-à-dire qu'on ne s'occupait pas trop de leur avis, et d'ailleurs, ils ne le donnaient pas tellement. Avec Xi Jinping, les choses ont changé, et à nouveau, les cellules du Parti communiste vont jouer un rôle beaucoup plus important. Et ça, cela peut générer une sorte de peur, d'inquiétude, qui est absolument défavorable à l'innovation, parce que si on fait des suggestions dont on se dit qu'elles peuvent mal se terminer pour nous, bah évidemment, on évitera de faire ces suggestions. Et donc, pour revenir sur la question, je crois qu'il y a en Chine une contrainte très forte liée à cette reprise en main de Xi Jinping, et donc une crainte d'un certain nombre de personnes de dire des choses qui sont considérées comme incorrectes. En même temps, il y a une grande diversité dans la population et une marge de manœuvre qui est assez large, parce que les chercheurs chinois veulent publier dans les grandes revues. Donc d'un côté, il ne faut pas déplaire au Parti communiste, mais d'un autre côté, il faut publier dans les grandes revues, il faut que les universités soient très bien classées. Quand on prend une université comme Tsinghua, par exemple, c'est une université extrêmement performante. Moi, j'ai écouté il y a quelques années le directeur d'une des écoles de Tsinghua faire un énorme plaidoyer pour la démocratie. Je crois que ça ne serait pas possible en ce moment. Il ne pourrait pas le faire. Donc il y a nettement un recul. L'université de Fudan a été obligée de modifier ses objectifs pour plaire à Xi Jinping. Sur le fond, il y a quand même cet antagonisme entre la mainmise du Parti communiste et l'objectif d'innover, de publier, d'augmenter le ranking des universités. Donc il faut bien laisser une marge de manœuvre aux chercheurs pour qu'ils améliorent les résultats de leurs recherches. Trop longue. Il y a pas mal de questions. Moi, je pense que, non, voilà, on peut toujours pas. Non, mais c'est dans le sens. Mais en fait, c'est retrouvé que celui qui dirigeait, je sais pas s'il dirigeait tout l'université ou le programme d'économie, il s'appelle Ying Qian. Est un économiste, Ying Qian, qui était mon camarade de classe à Harvard. Et c'est vrai que maintenant, il n'est plus directeur là-bas, quoi, parce qu'il trouve que c'est trop, qu'il y a trop de reprises en main. Et c'est un peu ce que je montrais tout à l'heure, que maintenant que le directeur du labo doit être membre du Parti communiste, etc., les gens se conforment à la recherche qu'il fait lui, quoi, donc, ou qu'elle fait elle. Et là, c'est la crainte de middle income trap, c'est-à-dire de dire, est-ce que le fait qu'il y ait ces restrictions de liberté et qu'il y ait peut-être rupture de ce contrat économie d'un côté et vous ne mêlez pas de politique, augmente la probabilité d'une middle income trap en Chine, voilà, et d'un ralentissement de l'innovation chinoise. Voilà, ça c'est un peu la grande question maintenant. Voilà.
Oui, c'est bon. Alors peut-être une question, peut-être un peu plus pour Gaëtan, quelle sorte de technologie se déploie massivement, comme vous l'affirmez, en Chine? Est-ce que voilà, vous voulez un peu caractériser? Alors, la technologie, évidemment que les technologies de la télécommunication sont très performantes en Chine. Pour moi, et pour revenir en fait sur l'intelligence artificielle, la Chine a un énorme avantage parce que l'or de l'intelligence artificielle, c'est les données. En Chine, on a des données, un système ultra centralisé qui collecte énormément de données, des données de paiement, des données de reconnaissance faciale, des choses qui seraient juste impensables en Europe. Donc, la Chine contrôle une masse de données extrêmement importante. On a quand même des ingénieurs et des scientifiques qui ont été formés en Europe, aux États-Unis. Et l'intelligence artificielle en Chine, pour moi, c'est vraiment la technologie la plus prometteuse là-bas. Alors on peut se poser la question, mais OpenAI, ChatGPT n'a pas émergé en Chine. Pourquoi? Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est la tension entre cet esprit d'entreprendre et puis cette volonté de l'entrepreneur individuel de pousser une technologie versus une technologie qui sera très centralisée. La police chinoise utilise des technologies d'intelligence artificielle, de la reconnaissance faciale qu'on ne peut pas faire pour des raisons légales en Europe. Donc aussi, on a vraiment cette tension de la même technologie qui est mise à des services différents dans deux mondes différents, en fait. Je voulais juste rajouter une chose, c'est que, par exemple, il y a eu Alibaba, donc le chef d'Alibaba, comment il s'appelle, Ma, non, comment il s'appelle, Jack Ma. Jack Ma. Et là, les Chinois ont dit, non, enfin, le gouvernement a dit non, on veut pas le laisser continuer, quoi. Je vous disais tout à l'heure, le problème schumpeterien, dès que tu deviens important, et on t'empêche. En Chine, il y a eu, c'est très intéressant, historiquement, la Chine est un pays d'invention. On s'est toujours demandé pourquoi le décollage industriel n'avait pas eu lieu en Chine. La roue avait été inventée en Chine, les Chinois avaient des grandes inventions. Et c'est en Europe que ça s'est passé, le décollage. Pourquoi? Parce que en Chine, dès qu'un innovateur devenait très puissant dans le Moyen-Âge et tout, l'empereur avait peur que l'inventeur prenne le pouvoir. Donc on le brimait. Et c'est un peu le problème chinois, quoi. C'est-à-dire, on revient un peu, peut-être, au problème séculaire chinois. Et c'est pour ça que, pourquoi le décollage a eu lieu en Europe? Parce qu'en Europe, tu avais d'abord des institutions de protection de droits de propriété et tout, avec la Glorious Revolution anglaise et puis la Révolution française. Et puis ensuite, tu avais l'université libre en Europe. Et puis, tu avais en Europe, si on te persécutait en France, tu pouvais aller en Suisse ou tu pouvais aller ailleurs. Il y avait une concurrence entre pays européens qui faisait que tu ne pouvais pas empêcher la science et l'innovation de progresser en Europe. En Chine, si quelqu'un devenait très gênant, l'empereur pouvait un peu l'empêcher. Et là, j'ai peur qu'on revienne un peu au même problème, c'est-à-dire que le pouvoir politique a peur d'un Jack Ma, et du coup, on décourage des futurs Jack Ma, quoi. Le gros problème de brimer un Jack Ma, c'est que maintenant, quelqu'un en Chine qui voudrait devenir un futur Jack Ma se dit « Ouh là là, voilà ce qui va m'arriver si je deviens trop fort et trop puissant ». Alors, je voudrais ajouter deux choses. D'abord, sur l'intelligence artificielle, je parlais tout à l'heure des paiements avec les QR codes. Dans énormément d'endroits en Chine, on ne peut pas payer en argent liquide. Les cartes bleues n'ont jamais eu un très très grand succès pour diverses raisons. Et donc, le paiement par QR code est généralisé. Donc, ces données, ça veut dire qu'on sait donc les paiements par QR code dans les restaurants, les taxis, etc., et les achats en ligne. Donc, on sait ce que les gens achètent, à quelle heure ils l'achètent, où ils l'achètent, s'ils le renvoient, ce qui est extrêmement facile en Chine, et 2 heures après, on a un nouveau produit. Donc, c'est une source de données qui est extrêmement complète. Il n'y a aucun pays au monde qui a autant de données. Donc, évidemment, pour l'intelligence artificielle, c'est extrêmement important. Et s'agissant de Jack Ma, je crois pas qu'il n'y ait pas d'esprit d'entreprise en Chine. Au contraire, il y a énormément de start-up qui se développent, beaucoup de jeunes qui veulent monter des entreprises, énormément, et gagner de l'argent. Le fait de gagner de l'argent, c'est très important en Chine. Donc, beaucoup de jeunes pensent que s'il y a un secteur qui rapporte de l'argent, on va aller dans ce secteur. Le problème, c'est que, effectivement, dès lors qu'une entreprise privée, parce que Alibaba, c'est privé. La plupart des grandes entreprises, enfin des entreprises qui ont innové, etc., sont des entreprises privées. Dès lors qu'une entreprise privée pourrait avoir plus de données que le gouvernement, eh bien, c'est pas possible. Alors là, effectivement, c'est pas possible. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de start-up qui se développent, mais qui, à un moment donné, où il est clair qu'en dernier ressort, c'est le gouvernement qui dispose des données. Sur les startups, parce que c'est important, c'est vrai qu'il y a un très fort esprit d'entreprendre en Chine.
Par contre, la plupart des capitaux risques, donc ceux qui financent les entrepreneurs, ont fui la Chine. Ils sont maintenant installés pour beaucoup à Singapour. Ce qui veut dire que les capitaux risques disponibles en Chine pour les investisseurs sont des capitaux risques publics, autrement dit du gouvernement. Et ça, évidemment, ça change quand même la donne et ça permet après de freiner les ambitions des entrepreneurs. Je pense à propos de Singapour, il y a un truc intéressant parce qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, tu pouvais ne pas disbandre Communist Party, mais pourquoi la Chine n'irait pas vers un modèle Singapour ? Il y a un livre très intéressant qui s'appelle Spin Dictators, les Spin Dictators de Goureyev et Treisman. Et je vous recommande beaucoup la lecture de ce livre. C'est-à-dire qu'ils disent en gros, il y a eu des dictateurs avant Staline qui étaient dictateurs de la terreur. Et maintenant, avec Singapour et tu vois Erdogan et tout, c'est pas des gentils, hein, mais c'est plutôt des spins, c'est-à-dire c'est des dictateurs de la manipulation davantage. Et ils arrivent quand même à se maintenir. Et Singapour n'est pas une démocratie. Mais Singapour est un pays très innovant. Et à un moment donné, il y en a qui en Chine se sont dit peut-être que nous n'irons pas maintenant tout de suite vers un modèle type occidental, mais pourquoi ne pourrions-nous pas aller... Alors Singapour c'est tout petit et la Chine c'est très grand, voilà évidemment, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers un modèle de type Singapour ? Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'envisageable ? Je voudrais rajouter quelque chose, c'est sur la construction de la confiance et le rôle du droit. Il y a un papier, alors je n'arrive pas à retrouver le nom des auteurs, qui a été publié dans American Economic Review en 2005, je crois, qui compare l'Europe et la Chine en montrant comment l'Europe, le mode de fonctionnement fait qu'on a besoin du droit et que en Chine, les normes, les réseaux, le gongxi, les réseaux, les relations, etc., ont fait office de droit et que donc l'organisation pouvait être, et la construction de la confiance était différente. Je crois pas, non. Mais je l'ai sur mon ordi. Alors, peut-être une autre question qui revient. Donc, c'est alors, que pensez-vous du diagnostic encore récent de Kai-Fu Lee, chef d'entreprise, excusez-moi, high-tech pourtant proche du gouvernement, considérant que la Chine n'est pas encore capable d'innovation de rupture. Bon, c'est un peu tout l'enjeu du débat, mais qu'est-ce que vous en pensez à titre personnel ? Ouais, oui, j'ai envie de donner une réponse de jésuite. Ça dépend, quoi. Parce que l'innovation de rupture, les innovations de rupture qu'on pense à l'heure actuelle, c'est quantum computing. Okay, parce que ça va vraiment changer la manière dont le monde s'organise. On a pensé que les fintech sont potentiellement une innovation de rupture. Il se trouve qu'en termes de fintech, la Chine est extrêmement avancée et a des plans d'avoir sa propre crypto-monnaie nationale. Ça, c'est des choses qu'on verra pas, qu'on peut voir en fait émerger en Europe, mais sur laquelle la Chine est plus avancée. Donc, si on pense à ce genre d'innovation de rupture, mais quelque part institutionnelle, je pense que la Chine, parce que le quantum computing, soyons clairs, c'est aussi toutes les agences de renseignement qui sont intéressées parce que ça permet une analyse de données à une vitesse phénoménale. Donc sur ce genre d'innovation de rupture, je suis assez en désaccord. Sur les innovations de rupture, qu'on va dire, qui viennent du secteur privé et qui sont poussées entièrement par des entreprises privées qui vont vraiment aller et être poussées jusqu'au bout, je suis plutôt d'accord. Voilà. Moi, je pense que mon sentiment, c'est qu'il faut de la liberté pour les innovations de rupture. Tu peux faire des innovations incrémentales ou de rattrapage, mais la plupart des innovations de rupture, tu as besoin de changements de paradigme. Et la question, est-ce que, en l'absence de liberté, tu peux faire des changements de paradigme, des innovations kuhniennes ? Et je pense que si la Chine a pu en faire, c'était parce qu'ils pouvaient collaborer avec les Américains et qu'aux États-Unis, tu pouvais en faire. Mais maintenant, est-ce que, voilà, d'où l'importance de regarder la dépendance. Mais est-ce que quand même, il y a des domaines où c'est tellement important pour le militaire ou la sécurité que là, on les autorise à faire des innovations de rupture. On a vu que c'était plutôt... Alors, il y a des trucs, un domaine, je ne vais pas arrêter longtemps, c'est la biologie. Comme ils ont des standards éthiques différents de nous, par exemple, moi j'ai des copains au Collège de France. En France, tu peux expérimenter sur des souris, tandis qu'en Chine, tu peux expérimenter sur des singes. Voilà, donc il y a des domaines où le fait qu'il n'y ait pas les standards éthiques que nous avons leur permettent, eux, de poursuivre des recherches là-bas qu'ils ne pourraient pas faire chez nous. Enfin, bon, oui, je voulais juste en profiter pour mentionner un chiffre, donc des travaux de Guo et al. De 2021, qui vous montrent par exemple que dans certains domaines, effectivement, on est encore loin quand même de l'innovation de rupture, parce que par exemple dans l'industrie pharmaceutique, donc entre 98 et 2018, vous n'avez eu aucune des nouvelles molécules qui ont été découvertes dans l'industrie pharmaceutique qui ne l'a été en Chine, alors que 56% l'ont été aux États-Unis. Donc pour vous montrer que dans certains domaines qui ne sont ni militaires ni des technologies de contrôle, il y a encore effectivement
Et on l'a vu avec le développement du vaccin qui a été catastrophique Absolument. en Chine. Alors souvent, on cite le Nous, spatial. Sanofi, on n'a pas été meilleurs. Hein. Pardon, petite parenthèse. On cite souvent le spatial, qui est un secteur qui a toujours été très protégé, y compris sous Mao Tse-tung, pour dire que la Chine a été innovante. Moi, je ne suis pas une spécialiste d'innovation, mais a été innovante dans le domaine spatial. Et pour moi, la question, c'est de savoir où est la ligne, la limite. À partir de quand c'est une rupture et est-ce qu'on peut dire que les fintech, parce qu'on n'a pas énormément d'exemples quand même. Avec la Chine, si on veut chercher ce qui pourrait être une innovation de rupture, il n'y a pas énormément d'exemples, mais il y a l'exemple des fintech où la Chine a quand même un avantage sur le reste du monde, on peut dire. Alors, il y a beaucoup de questions, sur le lien entre démocratie et croissance, mais bon, je crois qu'on l'a pas mal traité. Il y a une question qui est aussi récurrente, qui est la Chine ne sacrifie-t-elle pas les efforts mondiaux pour le climat et l'écologie pour sa croissance? Et ce lien entre climat, écologie et croissance. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, on sacrifie la croissance pour la sécurité. L'objectif de Xi Jinping, c'est d'abord la sécurité. L'objectif des gouvernances a toujours été la stabilité, puisqu'il faut maintenir le Parti communiste au pouvoir. Donc aujourd'hui, l'objectif essentiel, c'est la sécurité. En matière d'environnement, les Chinois font énormément d'efforts. En Chine, tout est pollué, l'eau, l'air, la terre, etc. Mais il y a énormément d'efforts qui sont faits pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a une très forte mobilisation de la population sur les questions d'environnement et de santé, parce qu'il y a eu des normes, non seulement des scandales de corruption, mais aussi des impacts très négatifs sur la santé. Donc il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits. C'est un domaine dans lequel il y a de la coopération internationale. On voit bien que dans les grands sommets, la Chine ne peut être que présente sur les questions de climat et d'environnement. Et d'autre part, compte tenu des efforts qui ont été faits pour innover en Chine sur les énergies nouvelles, c'est aussi un secteur qui peut soutenir la croissance. Et dans la recherche de réseaux de croissance économique, eh bien, ce sont des secteurs qui sont des vecteurs potentiels de croissance. Je voulais juste dire une chose sur le climat, c'est qu'on sait qu'il y a tout le débat sur la décroissance, mais ça, c'est un autre débat. Et l'idée, c'est qu'ils choisissent en fait l'innovation verte et la croissance verte, quoi. D'ailleurs, ça ramène un peu à Kissinger. Kissinger avait une interview très intéressante dans The Economist, et on lui dit, est-ce que c'est bien ce que les États-Unis ont fait avec la Chine? Et lui dit, il faut faire attention, il y a des domaines où effectivement on ne veut pas qu'ils aient la technologie parce que c'est des domaines sensibles reliés à la défense, mais il y a d'autres domaines, notamment le climat, où on a besoin de coopérer avec la Chine. Et je pense aussi que dès que la croissance chinoise se ralentit, ça plombe la croissance mondiale. On voit bien avec l'Allemagne qui a un ricochet sur la France. Donc c'est très intéressant, il y a tout le débat. Est-ce que Kissinger n'a pas raison quelque part? C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a des domaines où on peut vouloir restreindre les collaborations, mais si on tue la croissance chinoise et qu'on contribue à la réduire, elle se tue un peu elle-même, hein, pour les raisons qu'on a mentionnées. Est-ce qu'on ne se tire pas une balle dans le pied nous-mêmes, quoi? Et donc, il y a tout le côté, qu'est-ce qu'il faut penser de ce que dit Kissinger sur la façon de gérer la Chine? C'est un mélange dans certains trucs, on est méfiant, mais dans d'autres, on doit collaborer, notamment en matière climatique. Et ça, je pense que là, pour le moment, il n'y a pas vraiment de vision mondiale là-dessus, quoi. Voilà. Et il n'y a pas vraiment d'accord entre Européens eux-mêmes. Il y a certains Européens qui veulent suivre les États-Unis complètement, et d'autres plus réservés qui se disent non, on est en train de se tirer une balle dans le pied. De toute façon, quand on veut être pragmatique, on voit bien que le découplage, il est pratiquement impossible, parce que l'insertion dans les chaînes de valeur a atteint un niveau d'interdépendance qui fait que le découplage, il est si on veut miser là-dessus avec beaucoup de réserves, ce serait pour un avenir quand même lointain. Alors peut-être une question aussi, quid du taux de chômage des jeunes en forte croissance et du phénomène croissant de délocalisation industrielle hors de Chine? Alors moi, je veux bien commencer. Les délocalisations hors de Chine, elles sont assez anciennes. Elles ont d'abord été faites par des entreprises chinoises pour contourner les quotas d'exportation. Donc les entreprises ont délocalisé. Ensuite, elles ont délocalisé pour profiter des plus bas coûts de main-d'œuvre au Cambodge, etc. Ensuite, c'est vrai qu'un certain nombre d'entreprises étrangères sont inquiètes des contrôles ou de la modification du droit qui pourrait exister et qui rend l'environnement extrêmement incertain. Donc, les grandes entreprises, elles continuent à investir en Chine et notamment à mettre des laboratoires de recherche en Chine parce qu'elles ne veulent pas se priver de ce grand marché et parce qu'elles ont les moyens de courir des risques. En revanche, pour les entreprises de taille intermédiaire, c'est beaucoup plus compliqué et elles ont effectivement tendance à aller sur des marchés
marchés, d'autres marchés asiatiques, pour ne pas non plus perdre le marché chinois. Et sur le chômage des jeunes, qui est effectivement quelque chose qui est très important, il y a plusieurs causes. Il y a l'orientation de la production qui fait que beaucoup d'emplois sont des emplois peu qualifiés avec le développement du e-commerce, les livraisons, etc. Et que les jeunes qualifiés qui sortent de l'université, eh bien, ils vont pas avoir de débouchés dans ces secteurs parce qu'on n'a pas besoin d'une aussi forte qualification. Il y a aussi des changements de mentalité, comme dans tous les pays du monde, où les jeunes ne veulent plus aller travailler dans les usines avec des rythmes extrêmement difficiles pour des salaires qui ne sont pas forcément très importants. Et donc, ils n'ont pas du tout envie de faire ça. Ils veulent s'orienter vers d'autres secteurs. Donc ça, c'est un changement de la société chinoise qui est assez proche du changement qu'on observe dans d'autres sociétés. Juste 2 petits points, si je peux, sur le chômage des jeunes. Effectivement, c'est important, et puis il y a beaucoup de jeunes dans la salle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quelques mois, le gouvernement chinois a décidé de ne plus publier les statistiques de chômage des jeunes. Donc imaginez, c'est un peu comme si le gouvernement français disait bon, il y a trop de chômage chez les jeunes, on va juste plus mettre des statistiques. Ça, c'est vraiment le système dans lequel les jeunes vivent. Et puis, Philippe avait mentionné l'importance de l'éducation. Effectivement, on a eu une éclosion en fait, d'universités à travers toute la Chine qui ont extrêmement éduqué la population chinoise, mais on se retrouve maintenant avec un stock en fait, d'étudiants ou de jeunes adultes qui sont formés, mais qui, tout simplement avec lesquels la structure de l'économie du pays ne correspond pas encore avec les compétences et les aspirations qu'ils veulent avoir. Et donc on a cette énorme friction dans le système. Est-ce qu'elle est temporaire ou est-ce qu'elle est plus structurelle? Ça restera à voir. Alors c'est vrai qu'au moment des réformes, il y avait un très bon taux d'éducation, comme ça a été dit tout à l'heure, que ça a permis d'envoyer les gens dans les entreprises, etc. Et ensuite, il y a eu une très très forte pression des parents pour que les enfants aillent à l'université, pour améliorer leur niveau de revenu, améliorer leur niveau de vie, et très souvent entrer dans l'administration. Et j'ai vu une étude qui a été publiée très récemment auprès des jeunes qui finalement préféreraient travailler dans l'administration pour avoir des garanties. Et pour terminer, le fait de dire on ne publie plus les statistiques du chômage, ça fait partie, à mon avis, des mesures très contre-productives que prend souvent le gouvernement chinois, parce que c'est très impopulaire et les gens n'ont aucune illusion. Les gens ne croient pas à ce que dit le gouvernement. En grande majorité, les gens ne le croient pas. Peut-être juste rapidement une question un peu technique sur comment mesurer la frontière technologique. Alors soit Philippe, soit Gaëtan. Disons, moi, la manière dont je fais, moi, c'est il y a plusieurs façons. Tu peux regarder en termes de production de brevets, de flux de brevets. Est-ce que tu as, ou de brevets triadiques, ou de brevets très bien cités, est-ce que tu es parmi les meilleurs ou pas? Tu peux me regarder des mesures de productivité. Est-ce que ta productivité dans tel secteur, tu es à la frontière de la productivité? Voilà, est-ce que tu es plus près de ce qui se fait de mieux dans le secteur, quoi? Voilà, moi, le genre de mesures que j'utilise, je ne sais pas, toi, Gaëtan, c'est pareil. Hein, voilà. C'est bien, c'est un point d'accord intéressant. Alors après, il y a d'autres questions, alors notamment une peut-être pour conclure sur la question des semi-conducteurs et le fait que, alors dans un monde où la data, donc la donnée, le nouvel or noir et où la loi de Moore s'applique, la production de semi-conducteurs est devenue un enjeu majeur et la Chine est pour l'instant plutôt exclue de ce marché. Alors, est-ce que l'invasion de Taïwan par la Chine est inéluctable? Bon, sans aller sur le terrain, on va dire géopolitique. Est-ce que c'est un secteur qui vous inspire, la question justement des semi-conducteurs? Juste ce que j'observe, c'est qu'effectivement, on a mis Taïwan un peu comme... C'est un peu la sécurité de Taïwan de contrôler le semi-conducteur mondial. Par contre, ce qu'on observe, c'est que les États-Unis ont leur Chip Act. L'Europe a aussi une politique très volontariste pour développer ce secteur des semi-conducteurs. Et donc, clairement, les pays se rendent compte, ou les grands blocs se rendent compte que les semi-conducteurs sont cruciaux et le développent de manière indigène. Donc, il y a vraiment des efforts, tant aux États-Unis qu'en Europe, pour développer cette industrie. Taïwan, je voulais juste dire un mot. Je sais pas, mais ça, je sors de l'économie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de dramatisation sur Taïwan. J'ai l'impression, mais je sors de mon domaine, qu'en gros, bon, je ne sais pas si les Chinois veulent jouer un rôle de médiateur dans beaucoup de conflits, l'Ukraine, etc. Je ne suis pas certain que l'urgence pour eux soit d'envahir Taïwan.
Je pense, s'il veut, qu'il y a eu des mesures pas très heureuses. Je pense que quand Nancy Pelosi est allée à Taïwan, c'était pas très utile. Je pense que quand la vice-présidente de Taïwan est allée visiter le Congrès américain, c'est des mesures de provocation. Je pense que le mot status quo est le mot, quoi. Je pense que s'ils maintiennent le status quo et qu'ils produisent et qu'ils font pas trop de bruit, etc. Mais il y a la politique intérieure de taïwanaise qui joue un rôle, évidemment. Mais tant qu'il n'y a pas de provocation, je ne vois pas, moi, personnellement, la Chine voulant presser d'envahir Taïwan. Mais ils veulent pas... voilà. Mais j'espère que du côté Taïwan, ils comprennent que le mot status quo, et qu'aussi aux États-Unis, les gens comprennent. Je pense que là, Macron, qu'on a beaucoup critiqué, lui comprend ça très bien. Et Nancy Pelosi, moins. Mais je ne sais pas quel est le point de vue, Marie-Françoise. Juste un point sur les semi-conducteurs. Les États-Unis ont donné de l'argent pour attirer des entreprises taïwanaises sur le territoire américain. Et on se rend compte, en fait, que c'est difficile parce qu'elles ont des écosystèmes à Taïwan, comme il y a des écosystèmes en Chine. Donc ça, c'est un peu difficile. Sur le deuxième point, je suis entièrement d'accord. J'ai discuté avec des politologues, etc., sur cette question. D'abord, la Chine a beaucoup à perdre en envahissant Taïwan. Elle ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas trop bien ce que feront les Américains. Et je suis tout à fait d'accord avec la remarque sur Nancy Pelosi. Bon, Nancy Pelosi est opposée à la Chine populaire depuis très longtemps. Et je trouve qu'elle s'est donné une satisfaction personnelle avec un coût élevé pour la collectivité. Pour dire, vous voyez, je suis une pure et dure et je reconnais, je trouve que c'est un régime infréquentable, etc. Je trouve qu'il ne faut pas allumer des étincelles qui risquent de se transformer. Il me semble aujourd'hui que ni les États-Unis ni la Chine ne veulent faire la guerre à Taïwan. Mais s'il y a un accrochage d'un bateau, on ne sait pas ce qui peut se produire. Et c'est pour ça que je trouve que les politiques devraient être très prudents sur ce sujet et ne pas jouer leur carrière individuelle contre la collectivité, parce que c'est ça, en fait, c'est ce qui se passe. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a énormément de relations économiques entre la Chine et Taïwan. La côte est de la Chine, il y a énormément d'entrepreneurs taïwanais. Et moi, je pense que les choses peuvent continuer comme ça, avec un rapprochement économique. Et c'est probablement ce que souhaite le gouvernement chinois, dont je ne suis pas le conseiller, donc je n'en sais rien. Mais continuer à avoir des relations économiques pour faire des transferts de technologie. C'est ça l'enjeu. Tout à fait. Alors, on va peut-être conclure sur cette question des semi-conducteurs. Vous savez qu'en plus, les États-Unis ont pris des sanctions à l'exportation, justement, pour essayer de freiner le développement chinois. Se sont associés d'autres pays, le Japon et les Pays-Bas. Donc ça encore, vous voyez que c'est quand même une tentative aussi pour essayer de limiter l'innovation et la concurrence. Merci à tous pour votre présence et bonne fin de GECO.